Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Sophia Ossini. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes militante des droits humains et candidate aux élections européennes sur la liste communiste. Vous êtes algéro-française et vous étiez dimanche sur la place de la République pour dire non au 5e mandat de Bouteflika. Vous y étiez pourquoi exactement ? J'y étais parce que, à mon sens, en fait, la communauté algérienne en France doit être encore plus militante et vigilante en fait sur ce qui est en train de se jouer en Algérie, parce que c'est un grand rendez-vous de l'histoire, c'est quelque chose qu'on attendait mine de rien depuis 50 ans, et donc c'est assez naturellement que je me suis rendue sur la place de la République dimanche pour dire en effet non à un 5e mandat. Qui s'oppose exactement à Bouteflika aujourd'hui en Algérie et en France d'ailleurs ? Alors, à l'heure actuelle, c'est une masse encore un peu disparate parce que les revendications sont un peu toutes différentes. Il y a en effet une majorité de gens qui sont foncièrement opposés au FLN, d'autres qui sont simplement opposés au 5e mandat en disant en fait le président Bouteflika est incapable. C'est des questions liées en fait à sa santé, et d'autres encore avec des questions sur la laïcité, sur les droits des femmes, sur la lutte contre la corruption, mais aussi réaffirmer de façon claire et nette les droits humains en Algérie. Mais il y a une opposition institutionnelle à Bouteflika en Algérie ? Il y a des leaders de l'opposition ou des choses comme ça ? Il n'y a pas vraiment de leader de l'opposition dans le sens où le FLN, après l'indépendance, est devenu un parti unique, et que tous les cadres en fait, du FLN étaient radicalement opposés au multipartisme. Donc aujourd'hui, même si il y a des leaders en fait, qui ont la possibilité de s'exprimer un peu quand même encore au détriment de leur vie et de leur propre sécurité, il n'empêche qu'ils ne pèsent absolument pas dans le champ politique et médiatique. Alors on parle d'un éventuel report de l'élection présidentielle organisée par le gouvernement. Est-ce que vous croyez que c'est crédible ? Et surtout, est-ce que vous ne pensez pas que ça va encore augmenter la puissance des manifestations ? Alors, tout d'abord, c'est une esbrouffe monumentale, une humiliation supplémentaire vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, vis-à-vis des Algériens. Et en fait, c'est simplement pour qu'ils se donnent encore une fois le temps d'asseoir un peu mieux leur système en fait. Et non seulement je n'y crois pas, mais c'est encore une fois dans cette lignée historique d'asseoir le Front National, lapsus, c'est un sacré lapsus, le Front de Libération Nationale comme seule force en Algérie. Et donc non, moi je n'y crois absolument pas, et je pense que ça va augmenter encore plus le courroux des Algériens. Alors vous avez 26 ans, du coup vous n'avez presque connu que Bouteflika au pouvoir. En revanche, il y a les plus vieux en fait qui ont vu ce qu'avait fait le FLN pour l'indépendance de l'Algérie notamment. Est-ce que vous diriez qu'il y a une fracture générationnelle ? En fait, je pense que même cet argument-là, c'est une propagande en fait qui est complètement orchestrée par les cadres au pouvoir, par les généraux, en disant qu'il s'agit d'une fracture générationnelle, alors qu'en réalité, les autres leaders en fait, à l'époque du FLN disaient et affirmaient en fait que le FLN c'était simplement une force pour libérer l'Algérie du joug colonial, mais que le FLN n'avait pas vocation à devenir ni un parti, ni à gouverner. Et en fait, aujourd'hui, le FLN, dans son discours, dit comme si en fait ils étaient dépositaires de quelque chose et garants en fait de continuer à gouverner. Et c'est en ça en fait qu'il y a aussi une manipulation assez puissante sur la question. Et du coup, une Algérie sans FLN, c'est quelque chose que vous envisagez, ou vous pensez que les manifestations actuelles, elles vont servir à rien ?
Alors non seulement c'est quelque chose que j'envisage, mais c'est quelque chose qui est véritablement une urgence. L'Algérie ne pourra pas être le pays démocratique qu'elle entend être si on ne met pas en place un multipartisme avec la liberté de conscience, avec l'expression de pluriel en fait, voilà, de tous les courants qui peuvent naître, qu'ils soient simplement algérianistes, qu'ils soient berbéristes, qu'ils soient pour la laïcité, féministes, etc. Et toutes ces forces ont besoin d'exister et de vivre dans le champ politique. Et vraiment, en fait, voilà, le FLN n'est pas un parti à mon sens. Ils ont toujours été complètement réfractaires à la démocratie et preuve en est en la personne elle-même de Bouteflika, qui est partie se balader au Moyen-Orient et dont le rêve a toujours été d'avoir une société de sujets. Et que ce soit Ben Bella, que ce soit Boumedienne, il est l'héritier en fait de cette doctrine-là. Et donc du coup, vous diriez que c'est un vent de dégagisme qui souffle sur l'Algérie? Absolument. Les gens revendiquent en fait vraiment voilà, d'effacer complètement ce système. Il y a des slogans assez drôles d'ailleurs en mode contrôle alt supprimer. Il faut vraiment supprimer le système actuel pour convoquer un grand débat, pour voilà, écouter en fait les revendications des Algériennes et des Algériens pour construire quelque chose sur une base pacifique, sur une base intelligente et sur une base véritablement progressiste. Et du coup, l'alternative, ce serait quoi? Parce que ce serait plutôt les islamistes, les progressistes. Qui pourrait prendre le pouvoir en fait après Bouteflika? Malheureusement, moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en effet, on a déjà eu des expériences telles que celle-là auparavant, que ce soit dans les années 80, que ce soit pendant les années 90 aussi. À chaque fois qu'il y a une force progressiste qui prend un peu d'ampleur, on l'a vu en juin 92 quand on a assassiné quand même le président Boudiaf et ce qui s'est passé après. La volonté en effet de ces gens, c'est de dire voilà, en fait il y a deux alternatives, soit l'armée, soit les islamistes. Quand c'est l'armée, on voit ce que ça donne, et puis après en fait l'Algérie cultive aussi l'ignorance pour assujettir toujours plus les Algériens et en fait leur faire croire qu'il y a seulement deux possibilités. Et en effet, moi ce que je crains, et l'armée est en train de le faire en ce moment, d'utiliser en fait le chantage au bain de sang comme ça a été le cas pendant la décennie noire. Alors justement, vous parlez souvent sur Twitter notamment des problèmes liés à la Kabylie et au Kabyle au début du premier mandat de Bouteflika. Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème kabyle en Algérie ou c'est un faux problème? Non, c'est un vrai problème en fait, parce que pendant la libération, les Berbères, les Amazirs, puisqu'il n'y a pas que les Kabyles, les Amazirs ont joué un rôle prépondérant en fait dans la libération de l'Algérie. La plupart des combats avaient lieu d'ailleurs dans les montagnes. Et en fait, c'est aussi en ça qu'il y a eu une traîtrise. C'est que tout de suite après, et il s'incarne d'ailleurs dans l'article 2 actuel de la Constitution, qui est l'Algérie est un pays arabe et musulman. Et en effet, les communautés amazirs en Algérie ne veulent pas qu'on leur impose en fait l'islam et ne se revendiquent pas non plus arabes, parce que l'histoire des autochtones, quand même il faut le rappeler, les autochtones berbères qui sont là depuis 5000 ans ont une autre identité, une autre culture, une autre langue, et en fait il y a eu un déni véritablement d'identité qui était gravissime, et à chaque fois qu'il y avait ne serait-ce que des manifestations culturelles, le berbère est très attaché en fait à ce côté pacifiste. À chaque fois les revendications se sont faites de façon pacifiste, que ce soit quand, à l'époque de Mouloud Memri aussi, cette manifestation culturelle qui a été pareil violemment réprimée, encore une fois dans le sang. C'était le cas aussi en 2001, alors que Bouteflika venait d'être élu avec soi-disant la promesse de la concorde nationale, qui moi à mon sens c'était juste fermer les yeux sur les crimes qui venaient d'y avoir. Et quand il s'agissait des Kabyles, non seulement ils ont été assassinés, quand même 5000 morts et blessés, et les manifestations ont été interdites suite à ça. Et jamais il n'y a eu aucun procès, jamais il n'y a eu ne serait-ce que le moindre mot en fait pour dire non, en effet c'est un peu moyen en fait de mépriser comme ça et d'humilier toute une population.
Le silence de la France sur ce qui se passe actuellement en Algérie, et plus largement d'ailleurs celui de la communauté internationale, vous vous dites que c'est une volonté normale de ne pas faire de l'ingérence, ou vous dites que c'est révélateur d'un malaise et que justement il faudrait que la France et la communauté internationale s'engagent? C'est révélateur d'un profond malaise en effet, surtout vis-à-vis de la France, qui en fait se cache derrière son petit doigt en disant justement bah non on va pas intervenir parce que c'est ingérence, sauf que c'est une fin de non-recevoir et que parce qu'il y aurait eu un passif colonial, il ne faudrait pas s'exprimer. Sauf qu'on l'a vu, hein, il y a eu des prises d'opposition quant au Venezuela, et c'est quand même un petit peu étonnant en fait qu'il n'y en ait pas vis-à-vis de l'Algérie, alors que c'est plus ou moins la même situation. Et l'autre argument aussi qui est souvent utilisé, notamment parce que les Algériens revendiquent de façon assez puissante la laïcité, de peur de se retrouver taxés d'islamophobes. Et je pense que c'est un manque de courage véritablement de la part du gouvernement français, mais aussi malheureusement de la part de beaucoup de citoyens, même de gauche d'ailleurs, en France. Et je suis assez meurtrie d'ailleurs de ces pincettes qui sont prises sans jamais poser les vrais mots sur les bons concepts. L'Algérie est une dictature et en fait il faut partir de là. Alors j'ai une dernière question, Sophia Ossini. Je le disais, vous êtes candidate aux élections européennes sur la liste PCF. Pour l'instant, les intentions de vote plafonnent à 2,5%, soit en dessous de la barre des 5% pour avoir des élus, et même des 3% pour le remboursement. Vous vous dites toujours que c'était la bonne stratégie d'y aller tout seul? Écoutez, en fait, pour ce qui est du Parti communiste, on a essayé de jouer au mieux la carte de l'intelligence collective, de l'union, on se met autour d'une table et on réfléchit à un consensus en fait sur des idées. On a toujours été un petit peu maltraités. Et c'est un peu notre argument lorsqu'on s'est dit, ben non, en fait, cette fois, on y va seul parce qu'on a envie d'affirmer nos propres idées qui sont quand même vraiment louables. Nous, cette liste, on l'a appelée l'Europe des gens parce qu'elle est composée à moitié de gens qui n'ont jamais fait de politique et qui sont ouvriers et salariés. Et en effet, oui, c'est un risque parce qu'on va éparpiller les voix, mais au moins voilà, on assume véritablement pour une fois nos idées. Merci beaucoup, Sophia Ossini. Merci Pablo.